told the others. They didn't believe me. You're all doomed. You're all doomed. Bienvenue dans Pleine Lune, 6ème partie. Nous sommes en 1935, c'est cette année que sort le film américain Werewolf of London, connu en français sous le nom Le Monstre de Londres. Il faut croire que le mot loup-garou ne parlait pas assez au public à l'époque. C'est à ma connaissance le plus ancien film de loup-garou. C'est à ma connaissance le plus ancien film de loup-garou. Donc oui, The Werewolf of London n'est pas le plus ancien film de loup-garou, loin de là. C'est une erreur que j'aurais pu éviter facilement. Alors, le film le plus ancien de loup-garou dont on a encore connaissance date de 1913 et s'appelait simplement The Werewolf. Comme ça, ils ne sont pas compliqués la vie avec le nom. Alors le plus ancien dont on a encore des bobines, parce que les bobines se désagrégeaient très facilement à l'époque et beaucoup ont été perdus. Le plus ancien dont on a encore les bobines, c'est le sujet du jour, Wolf Blood, qui est sorti en 1925, un film américain. Encore que c'est pas tout à fait un film de loup-garou, enfin, dans le sens très large du terme peut-être, acceptons. Mais je m'en fous, Wolf Blood c'est le sujet du jour et passons à ça. Comme je le disais, Wolf Blood est un film muet sorti en 1925. Notre héros s'appelle Dick Bannister et il est le contremaître de la compagnie de bûcheronnage Ford Logging Company, qui contrairement à ce qu'on pourrait croire ne fabrique pas de voitures. Leur pire ennemi est la compagnie rivale Consolidated Lumber Company, qui est sans foi ni loi et qui n'hésite pas à les tirer dans les jambes des bûcherons de Ford pour qu'ils arrêtent de travailler. Bande d'enculés! Bannister fait donc appel au patron de la Ford et à un médecin, qui sont respectivement une jeune et jolie jeune femme et le fiancé de celle-ci. Bien entendu, un amour naît entre Bannister et sa supérieure, ce qui nous donne encore un ménage à trois. Je sais que c'est un thème courant dans les films en général, mais le fait de le retrouver dans beaucoup de films de loup-garou n'est pas un hasard à mon avis. Ça doit être une représentation de la bête intérieure, de la passion animale. Quoi qu'il en soit, après avoir été battu presque à mort par ses rivaux, Bannister a besoin d'une transfusion sanguine. Il n'y a qu'un seul choix possible, l'affreux et traître métis qui vend de l'alcool frelaté au bûcheron, un personnage qui passerait pour plus que raciste actuellement. D'ailleurs, il est censé être moitié blanc, moitié indien, mais j'ai plus l'impression qu'il est moitié sorcier, moitié ivrogne. Enfin, celui-ci refuse de donner son sang, mais il veut bien donner le sang de la louve qu'il a capturée, et c'est ainsi que... Mais attendez une seconde, qu'est-ce qui empêche le docteur de donner son propre sang? La question n'est jamais abordée et pourtant ça me paraît le choix le plus évident. Mieux vaut ne pas y penser. A l'époque, les groupes sanguins commençaient seulement à être découverts et il était accepté pendant longtemps qu'une transfusion de sang animal pouvait fonctionner. Donc, suivons le film et disons que ça marche. Bref, avec du sang de loup, Bannister n'est plus lui-même et commence à avoir des hallucinations. Aussi, le médecin est jaloux car il a sauvé son rival amoureux, blablabla. Bon, je vais pas vous faire tous les détails du scénario non plus. Est-ce que ce film vaut le coup? Oui et non. Ça n'est pas un mauvais film, mais il commet quand même une très grosse faute. Le principe de base du cinéma est show don't tell. Il vaut mieux montrer une information que de la dire explicitement. C'est d'autant plus important dans un film muet. Or, Wolf Blood contient bien trop de texte. La plupart de ces cartons sont tout simplement inutiles puisqu'ils ne font que répéter ce qu'on a déjà vu. On passera les faux raccords qui étaient courants à l'époque, mais c'est vraiment le trop plein de cartons, souvent écrits dans un argot difficile à comprendre, qui m'ont lassé de ce film. Mais il a aussi ses bons côtés, comme les plans en extérieur qui étaient difficiles à préparer à cette époque, où presque tout était filmé en studio ou dans un théâtre. Je pense particulièrement aux scènes de loup qui n'ont pas dû être faciles à mettre en place. Mais ce que je préfère dans ce film, c'est comment il aborde la psychologie et la manipulation apportée par la superstition. En effet, Bannister se remet très bien de sa transfusion, et il ne sait pas d'où vient ce sang qu'il a sauvé. Ce n'est qu'une fois qu'on lui dit que c'est du sang de loup qui pète les plombs et qu'il voit des loups fantômes. Chouette effet au passage, mais Méliès faisait pareil 25 ans plus tôt. C'est seulement à la fin du film que le sujet du loup-garou est abordé, et en français dans le texte. En effet, je pense bien que les légendes des lycanthropes ont été apportées sur le continent américain par les colons français, Chris de Calice. Pour revenir sur le sujet principal, ce sont ces superstitions et non pas le sang qui change notre héros, et ça c'est intéressant. Dernier détail positif, avoir un personnage féminin aussi proactif que Mademoiselle Ford dans un film des années 20, c'est aussi très rare. Voilà, comme le film est libre de droit, je vais vous laisser un lien pour le regarder dans la description. Si vous aimez les films muets, il peut valoir le coup. Si vous aimez aussi cinéma, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et là-dessus, je vous dis